L'histoire commence sur le continent de l'Est, où les forces des barbares affrontent les soldats du royaume d'Ildoran. Sur ce champ de bataille sanglant, des têtes volent dans tous les sens tandis que les puissants barbares prennent le dessus, déchirant les troupes d'Ildoran comme du papier. Malgré tout, la capitaine des troupes d'Ildoran, Séraphina, refuse d'abandonner ses camarades. Elle rallie ses soldats et leur ordonne de continuer à se battre afin d'ouvrir un passage pour la retraite. Même en tranchant plusieurs ennemis, elle comprend rapidement que leurs pertes sont trop lourdes pour espérer survivre. Soudain, une nouvelle menace apparaît du côté des barbares. Vior, un gigantesque guerrier d'élite, massacre les soldats d'Ildoran et atterrit directement devant Séraphina, sa lame ensanglantée levée. Il reconnaît immédiatement en elle une capitaine expérimentée et la défie en duel, sachant que personne d'autre ne pourrait lui faire face. Séraphina accepte, espérant ainsi gagner du temps pour permettre à ses hommes de fuir. Elle bondit dans les airs et attaque de toutes ses forces, mais Vior part son coup sans effort. D'un simple mouvement, il contre-attaque avec une puissance écrasante et l'envoie valser au loin. Se réceptionnant sur ses pieds, Séraphina repart immédiatement à l'assaut et un échange intense s'engage entre eux. Bien qu'elle parvienne à rivaliser un instant avec sa force, la puissance écrasante de Vior finit par la repousser inexorablement. N'ayant plus d'autre choix, elle utilise sa technique ultime, renforçant magiquement son épée. Rassemblant toutes ses dernières forces, elle pousse un cri et affronte l'attaque finale de Vior. Au moment où leurs lames s'entrechoquent, l'une d'elles se brise et est projetée au sol. Les soldats d'Ildoran regardent, horrifiés, leur capitaine tenant une épée brisée. À genoux, Séraphina accepte sa défaite. Vior la félicite sincèrement pour avoir tenu tête si longtemps. Elle lui demande alors de lui donner une mort digne d'un guerrier. Mais il refuse de la tuer. À la place, il affiche un sourire sinistre et promet de la capturer vivante pour faire bon usage de son corps. Après cet avertissement inquiétant, Séraphina perd connaissance et se réveille dans une cellule sombre, vêtue d'un simple chiffon sale et entravée par de lourdes chaînes. Elle est sous le choc. Elle observe les alentours, essayant de reprendre ses esprits. Peu à peu, ses souvenirs reviennent. Elle a été vaincue par les barbares, et elle est désormais leur prisonnière. En repensant aux dernières paroles de Vior, la peur l'envahit. Elle se demande quel genre de torture les barbares vont lui infliger. Vont-ils la réduire en esclavage ou la faire souffrir pour leur divertissement? Puis une pensée encore plus terrifiante traverse son esprit. Vior voudrait-il utiliser son corps en tant que femme? Après tout, Séraphina est une jeune noble encore célibataire. Imaginer un barbare brutal souiller son corps pur la plonge dans une profonde angoisse. Elle réalise aussi que ses camarades, laissés derrière elle, étaient encore encerclés par les ennemis, et qu'ils ont probablement tous été massacrés ou capturés comme elle. Le désespoir l'écrase. Mais ce qui l'inquiète le plus, au final, c'est le sort du peuple de son royaume. Sans les terres de l'Est, leurs récoltes dépériront, faute de terres à cultiver. Accablée par ses regrets, la capitaine expérimentée éclate en larmes. Soudain, elle entend une voix derrière elle. En se retournant, elle aperçoit une femme nommée Cersei, une servante portant de l'eau. En regardant de plus près, Séraphina remarque des pinces et divers outils accrochés à sa ceinture. Elle pense alors que cette femme est venue pour la torturer afin d'obtenir des informations. Cependant, Cersei ne parle pas du tout de torture. Elle révèle plutôt qu'elle est là pour préparer Séraphina, afin qu'elle devienne le trophée parfait du roi Vior. Elle enchaîne ensuite Séraphina au mur pour l'empêcher de bouger. La capitaine se prépare mentalement à subir une torture brutale. Pendant ce temps, à l'extérieur du donjon, Vior songe à lui rendre visite, les yeux brillants d'impatience. De retour dans la cellule, Séraphina est désormais nue, tandis que Cersei nettoie son corps avec un linge humide. Troublée, Séraphina lui demande pourquoi elle met tant de soin à traiter une esclave comme elle. Cersei répond simplement que son corps était couvert de saleté après la bataille, et qu'elle ne fait que la nettoyer. Cersei fait ensuite une remarque désinvolte sur son apparence, étonnée que ce soit elle qui ait tenu tête si longtemps à son maître. Elle explique qu'elle s'attendait à voir une femme plus musclée, capable d'affronter Vior, mais qu'au lieu de cela, Séraphina n'est qu'une jeune femme à l'allure féminine. Ces mots blessent l'orgueil de Séraphina, qui estime qu'une chevalière comme elle n'a pas le temps de se soucier d'être jolie ou mignonne. Cersei comprend son ressenti, mais elle ajoute que Vior, lui,
apprécie beaucoup son apparence. Cette déclaration plonge Séraphina dans une confusion encore plus grande, mais Cersei refuse d'en dire davantage. À la place, elle lui glisse calmement un avertissement. Elle ne quittera jamais le territoire des barbares. Tenant un couteau aiguisé à la main, Cersei s'approche. Séraphina, persuadée que sa fin est arrivée, se débat désespérément contre ses chaînes, espérant un miracle. Puis, voyant la lame et les pinces froides se rapprocher, elle finit par abandonner et ferme les yeux. Mais contre toute attente, Cersei ne lui fait aucun mal. Elle coupe simplement ses liens, lui taille les ongles et l'habille avec une robe. En rouvrant les yeux, Séraphina découvre des vêtements étonnamment convenables, imprégnés d'un léger parfum. Elle ne comprend pas pourquoi des barbares offriraient une tenue parfumée à une prisonnière. Se prépare-t-il à un rituel sacrificiel? Avant même qu'elle puisse poser la question, un rugissement puissant retentit au-dessus du donjon. Cersei confirme que Vior est arrivé. Peu après, l'imposant roi barbare entre dans la cellule. Une fois à l'intérieur, il se présente officiellement comme le fils du grand chef barbare, Holden One Eye. De son côté, Séraphina observe son corps gigantesque et ses yeux dorés, comprenant qu'il n'est probablement pas humain. Elle se souvient alors d'une vieille histoire racontée par son grand-père, une expédition contre les barbares où ces monstres avaient écrasé les forces humaines et arraché leur cœur pour des rituels. Pensant qu'elle va subir le même sort, Séraphina relève la tête. Elle affirme à Vior qu'elle n'a peur de personne et le défie de faire ce qu'il veut d'elle. En entendant cela, Vior fronce légèrement les sourcils, ne comprenant pas de quoi elle parle, puisqu'il n'a jamais eu l'intention de la sacrifier. Il révèle alors la véritable raison de sa capture. Il veut faire d'elle son épouse. Ces quelques mots suffisent à faire basculer le monde de Séraphina. Toute l'angoisse accumulée monte d'un coup, colorant son visage d'un rouge écarlate. Trop choquée pour comprendre immédiatement, elle lui demande si tout cela n'est qu'une plaisanterie. Mais lorsque Vior confirme qu'il souhaite réellement l'épouser, Séraphina perd complètement ses moyens. Elle lui demande comment il peut vouloir épouser une ennemie. Vior lui explique alors que, chez les barbares, aimer ses ennemis n'est pas un problème. Puis, avec une ferveur presque brûlante, il évoque les traditions de son peuple. Depuis l'aube de leur race, les rois les plus puissants épousent des chevalières afin d'honorer leur passion pour l'épée. Malgré cette explication, Séraphina refuse toujours d'accepter, mais le barbare, rusé, lui rappelle qu'elle lui a elle-même dit de faire ce qu'il voulait d'elle, la piégeant ainsi avec ses propres paroles. Il précise ensuite qu'il ne s'agit pas seulement d'une tradition. Il se remémore leur combat sur le champ de bataille, où il a ressenti toute la sincérité et la passion de Séraphina pour son épée. Face à une femme aussi forte, il est immédiatement tombé amoureux et a décidé qu'il l'épouserait, quoi qu'il arrive. Après cette confession sincère, Séraphina est trop troublée pour répondre. Vior se détourne alors pour quitter la cellule. Avant de partir, il lui promet qu'il ne la forcera pas à se marier contre sa volonté et qu'elle peut prendre le temps de réfléchir. Lorsqu'il disparaît enfin, la chevalière, encore sous le choc, se demande ce qui va lui arriver dans ce donjon insensé. En attendant, ses pensées dérivent vers un souvenir vieux de 7 ans. À cette époque, son frère Sidious lui avait annoncé qu'elle avait été désignée pour diriger une expédition vers les terres barbares. Séraphina avait accepté sans hésiter et s'apprêtait à partir accomplir son devoir, mais Sidious l'avait arrêtée pour lui remettre une invitation à un banquet noble. Confuse, elle lui demanda ce qu'il attendait d'elle. Son frère lui rappela alors qu'elle restait une noble, avec une réputation à préserver. Sous le regard insistant de Sidious, Séraphina se redressa et accepta immédiatement l'invitation. Plus tard, elle s'habilla avec élégance et se rendit au manoir de la comtesse Hildol pour le banquet. En voyant Séraphina vêtue comme une noble ordinaire, les aristocrates autour d'elle commencèrent à murmurer sur son métier. À voix basse, ces élites venimeuses lançaient des remarques cruelles sur son apparence, se demandant si une femme aussi délicate pouvait réellement être digne de diriger des guerriers expérimentés sur un champ de bataille. Même en connaissant sa véritable force, il considérait qu'il était presque honteux qu'une femme soit aussi puissante. Submergée par ces commentaires négatifs, Séraphina s'éloigna vers un balcon pour prendre l'air. C'est alors que quelques jeunes femmes vinrent la rejoindre, l'invitant à s'asseoir avec elles plutôt que de rester seule. Elles lui demandèrent si elle n'avait pas peur de sa mission périlleuse. En entendant parler de monstres et de dragons, elle se demandait si elle pourrait survivre à de tels dangers.
Séraphina esquissa un sourire et répondit que les dragons n'étaient que des créatures imaginaires. Mais elles lui rappelèrent qu'elle allait tout de même affronter les barbares. Connaissant les récits sur leur brutalité et le sort terrible réservé aux chevalières capturées, elles lui conseillèrent de rester chez elle pour éviter une fin tragique. À ces mots, Séraphina frappa brusquement la table pour les faire taire. Avec assurance, elle déclara que son royaume cherchait depuis toujours à conquérir les terres de l'Est. Dans son esprit, seule cette conquête permettrait d'obtenir assez de ressources pour nourrir le peuple. Elle était donc prête à affronter les barbares. Malgré cela, les jeunes femmes lui rappelèrent que même la prestigieuse princesse Wisterésia, son modèle, avait disparu après avoir affronté ses ennemis. Toutes lui conseillèrent alors de renoncer, de rester chez elle et d'épouser un homme convenable. Mais lassée de leur pessimisme, Séraphina quitta la réunion. Plus tard, alors qu'elle rentrait en calèche, elle ressentit un profond dégoût envers ces nobles qui se régalaient de festins luxueux pendant que le peuple souffrait de la faim dans les rues. En rentrant chez elle, Séraphina était tombée sur un homme pauvre en train de se faire attaquer par 3 garçons affamés, poussés au vol par la misère. Sans hésiter, elle s'était interposée pour le protéger et avait ordonné aux agresseurs de reculer. Acculés, les jeunes avaient tenté de l'attaquer avec leurs outils agricoles, mais la chevalière les avait vaincus sans difficulté. Alors qu'ils pensaient leur dernière heure arrivée, Séraphina, prise de compassion, leur avait offert son précieux collier. Bouleversés, les garçons l'avaient remerciée et juré de ne plus jamais faire de mal à qui que ce soit. Après leur départ, le cœur de Séraphina s'était serré face à la détresse de son peuple, et elle s'était jurée de revenir victorieuse de l'Est pour apporter la paix à son royaume. Quelques jours plus tard, avant de partir en expédition, elle s'était recueillie en hommage à la princesse disparue Wisterésia. Mais son frère Sidious était apparu derrière elle, furieux qu'elle n'ait pas trouvé de mari lors du banquet. Séraphina lui avait rappelé qu'elle s'apprêtait à combattre pour leur royaume, mais le prince, fier et inflexible, avait affirmé qu'une femme n'avait pas sa place sur le front, criant son nom avec colère. Soudain, sa voix s'était transformée en celle de Vior. Le barbare s'était avancé vers elle, tendant la main avec détermination, décidé à faire d'elle sa femme quoi qu'il arrive. Au moment où il la saisissait, le cauchemar de Séraphina prit fin. Elle se réveilla en sursaut, couverte de sueur froide. Un ronflement puissant résonnait près d'elle. En tournant la tête, elle aperçut Vior endormi à ses côtés. La vue de son corps imposant la ramena brutalement à la réalité, et un frisson glacé la parcourut, terrifiée à l'idée de devoir affronter son destin en tant que future. La jeune fille, totalement paniquée, se mit à crier sans contrôle, réveillant aussitôt le propriétaire de l'épée. D'un ton brusque, elle exigea de savoir ce qu'elle faisait dans la chambre d'un homme adulte, et surtout pourquoi il était complètement nu. Vior, imperturbable, esquissa un sourire amusé. Il remarqua qu'elle avait déjà beaucoup d'énergie pour quelqu'un qui venait à peine de se réveiller, et qui semblait en parfaite forme, malgré ce qui s'était passé la veille. Mais lorsque Séraphina aperçut l'épée du barbare pointée dans sa direction, son cœur se serra. Elle n'était même pas sûre de vouloir connaître la vérité. Pourtant, elle se souvenait clairement d'une chose. Il avait juré de ne rien lui imposer. Vior, comme pour esquiver le sujet, lui dit simplement de ne pas s'inquiéter de ces détails. Cette réponse ne fit qu'attiser sa colère. Être capturée par des barbares était déjà une honte insupportable pour sa famille. Alors, imaginer le pire, porter l'enfant de cet homme, était tout simplement inconcevable. Déterminée, elle saisit l'épée de Vior, la lui rendit, puis, d'une voix ferme, lui demanda de la tuer immédiatement. Pris de court, le barbare écarta la lame d'un geste rapide, presque inquiet qu'elle puisse se blesser. Il lui demanda ce qu'elle racontait, croyant plutôt qu'elle voulait le tuer, lui. Séraphina, le regard chargé de honte, expliqua qu'après avoir subi une défaite humiliante sur le champ de bataille, elle avait tenté d'attaquer un ennemi désarmé dans un acte désespéré. À ses yeux, elle avait trahi son honneur de chevalier. Elle devait être punie pour cette faute impardonnable. Vior resta silencieux un instant, visiblement perplexe. Puis il répondit simplement, d'un ton hésitant, que c'était compliqué. En vérité, il ne comprenait pas pourquoi quelqu'un devrait mourir pour des notions comme l'honneur ou la réputation. Ces mots piquèrent Séraphina au vif. Elle l'accusa aussitôt de ne pas accorder de valeur à ses principes, simplement parce qu'il n'était qu'un barbare. À cet instant, la porte s'ouvrit brusquement. Cersei entra dans la pièce, surprenant une nouvelle fois Séraphina.
Elle apportait des vêtements secs pour son maître et fit remarquer, avec un certain détachement, que la jeune fille avait eu de la chance de se réveiller sans séquelles. Elle expliqua que la veille, lorsqu'ils avaient été capturés la prisonnière, la dose du somnifère avait été légèrement trop forte. Résultat, la pauvre s'était mise à vomir avant de perdre connaissance. Peu à peu, les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans l'esprit de Séraphina. Peut-être que rien ne s'était passé comme elle l'avait imaginé. Vior confirma alors la vérité. Comme elle avait été affectée par une toxine paralysante, il l'avait simplement amenée dans sa chambre par précaution. Et à part une erreur de dosage, il ne lui avait absolument rien fait. À ces mots, Séraphina changea brusquement d'attitude. Le regard dur, elle demanda à Vior de lui rendre son épée, pour le trancher. L'homme éclata presque de rire, amusé par une telle détermination. Sans se laisser perturber, il lui lança simplement de le rejoindre dans la salle commune pour le petit déjeuner, ajoutant avec désinvolture qu'elle était, après tout, sa future fiancée. Affamé après la bataille, il quitta la pièce sans attendre. Restée seule, Séraphina tomba à genoux. Un profond sentiment d'humiliation l'envahit. Être traitée avec une telle normalité par des barbares, alors qu'elle était chevalière d'Ildren, lui semblait insupportable. Ses pensées dérivèrent vers son grand-père. C'était lui qui lui avait appris l'art de l'épée, après qu'elle l'ait supplié de le faire. Il avait été surpris par son talent naturel, mais aussi inquiet. Il lui avait dit un jour qu'elle aurait sans doute été plus heureuse si elle était née homme, ou si elle avait abandonné ce rêve absurde de devenir chevalier. Dans son pays, les femmes n'avaient pas leur place sur le champ de bataille. Son propre frère ne manquait jamais de le lui rappeler, se moquant des fiançailles qu'elle avait brisées les unes après les autres pour poursuivre cette vie. À ses yeux, elle n'était qu'égoïste. Et il répétait toujours la même phrase. Il est impossible de faire de la politique avec une épée. Ses souvenirs lui serrèrent le cœur. Pourtant, une autre pensée s'imposa à elle. Vior. Le premier regard qu'il lui avait porté n'était pas rempli de mépris, mais d'admiration. Il avait vu sa force, son talent, et il était même tombé amoureux à cause de cela. Mais Séraphina secoua la tête. Elle refusait de se laisser attendrir par de telles paroles. Ils n'étaient que des barbares. Et elle, une simple prisonnière. Tôt ou tard, elle devrait se battre pour survivre avec les maigres rations qu'on lui accorderait. Se préparant mentalement à cette épreuve, elle descendit enfin pour le petit déjeuner. Mais ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. Devant elle se trouvait un énorme morceau de viande, gras et juteux. Le genre de repas impensable dans les terres arides dont elle venait. Sans même lui demander son avis, le barbare découpa un quart de la pièce et le déposa dans son assiette. Un morceau, presque aussi grand qu'elle. Encore sous le choc, Séraphina observa la scène en silence. Puis, lentement, une conclusion s'imposa à elle. C'était une stratégie. Oui, cela devait être ça. L'ennemi cherchait à briser sa volonté de chevalier, en la traitant bien, en la nourrissant comme une reine. Ils espéraient la dompter, mais elle ne tomberait pas dans ce piège. Jamais. D'une voix ferme, elle déclara qu'elle préférait mourir plutôt que d'accepter la charité de barbares. À cet instant précis, son estomac grogna bruyamment. Un silence gênant s'installa. Et, pour la première fois, Séraphina commença à douter. Peut-être ne serait-elle pas capable de mourir de faim aussi facilement qu'elle le pensait. Une fois encore, Séraphina releva la tête et demanda froidement qu'on mette fin à sa vie sur le champ. Vior haussa un sourcil, visiblement amusé. Est-ce une tradition de l'Ouest, de demander à mourir à tout bout de champ? Puis, d'un ton plus posé, il ajouta « La faim est le signe que ton corps veut vivre. Refuser de manger, c'est te mentir à toi-même, et manquer de respect à la vie qui a été prise pour te nourrir. » Il expliqua alors, presque calmement, que tuer pour survivre, et non pour le plaisir, était une raison valable. Selon lui, les expéditions de l'Est devaient sûrement fonctionner de la même manière. Puis, il lui adressa un sourire simple, mais étrangement sincère. « Mange. » Contre toute attente, Séraphina fut troublée par cette expression. À ce moment-là, Cersei se pencha discrètement vers elle et murmura à son oreille. « Le chef a chassé cette proie spécialement pour vous accueillir, future épouse. » Elle expliqua que, la veille, après l'avoir enfermée, Vior était parti seul chasser,
afin qu'un véritable festin l'attende à son réveil. Elle ajouta que son maître n'était pas un simple barbare. Il possédait un titre, une réputation, quelque chose qui se rapprochait de la royauté occidentale. Si Vior était réellement le fils de ce grand chef, alors il était en quelque sorte un prince. Cersei conclut doucement. « Un homme de son rang a fait cet effort pour vous. Il serait convenable d'y répondre avec un minimum de courtoisie. » Ces mots frappèrent Séraphina de plein fouet. Refuser serait indigne d'un chevalier. Alors, avec une certaine hésitation, elle découpa un morceau de viande et le porta à ses lèvres. Dès la première bouchée, son monde bascula. La saveur était si riche, si intense, qu'elle en resta figée. Ses yeux s'embuèrent. Sans s'en rendre compte, elle se mit à pleurer, tout en laissant échapper un léger filet de salive. C'était divin, un véritable paradis barbare. Vior, intrigué, pencha la tête. « Ce n'est pas bon ?» Séraphina sursauta, essuya précipitamment sa bouche et détourna le regard. Rougissante, elle répondit d'un ton forcé. « C'est acceptable, rien d'extraordinaire. » Mais son trouble la trahissait complètement. Concernant cette histoire de fiançailles, elle ne pouvait pas encore se prononcer. Cependant, elle accepta de lui pardonner l'incident avec la potion paralysante. Puis, tentant de reprendre contenance, elle demanda d'un ton plus sérieux. « De quel animal provient cette viande ?» Vior esquissa un sourire en coin. « Pourquoi ne pas regarder par toi-même » Il désigna la fenêtre. « Ils sont en train de le découper en ce moment même. » Poussée par la curiosité et déjà en train d'imaginer élever une telle créature dans son royaume, Séraphina s'approcha de la fenêtre. Mais à peine posa-t-elle les yeux dehors que son souffle se coupa. Ce n'était pas un simple animal, c'était un dragon, une créature qui, à l'ouest, n'existait que dans les légendes, connue pour cracher du feu et empoisonner ses victimes. Vior confirma calmement. Oui, c'en était bien un. Enfin, en quelque sorte. Il existe plusieurs types de dragons, précisa-t-il. Mais avant même qu'il ne puisse continuer, il remarqua quelque chose. Séraphina n'avait pas arrêté de manger une seule seconde. Malgré tout ce qu'elle venait d'apprendre, malgré la nature terrifiante de la créature qu'elle consommait, elle continuait. Son attitude fière s'était légèrement fissurée. Gênée, elle détourna le regard. Il est difficile de résister à une telle nourriture. Cersei observa son assiette désormais vide et esquissa un sourire discret. Il semblait que la prisonnière avait, au moins pour le moment, abandonné l'idée de mourir. Plus tard, le chef invita la commandante de l'expédition orientale à le suivre. Il souhaitait lui montrer quelque chose, dans les montagnes derrière la demeure. Mais fidèle à elle-même, Séraphina ne céda pas facilement. Elle refusa d'obéir aveuglément. Après tout, cela ne faisait même pas 2 jours qu'elle était prisonnière. Et elle restait, avant tout, une chevalière d'Ildren. Son honneur ne pouvait être compromis. De plus, suivre un barbare à travers des terres peuplées de créatures étranges, sans raison valable, relevait de l'imprudence. Vior haussa légèrement les épaules. Ce qui est raisonnable dépend de l'endroit où l'on se trouve. Puis, après un court silence, il posa une simple question. « Tu as peur ?» La réaction fut immédiate. Séraphina enfila ses bottes avec détermination. Hors de question de tomber dans une provocation aussi grossière. « Je ne fais confiance à aucun d'entre vous. » Vior hocha la tête, comme s'il s'y attendait. Mais au fond de lui, une intuition persistait. Elle allait aimer ce qu'elle s'apprêtait à voir. Lorsqu'elle mit le pied dehors, une brise douce caressa son visage. Ses cheveux se soulevèrent légèrement dans le vent. Et, pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit du calme. Au loin, elle aperçut une ville, construite le long d'une plage, un paysage vibrant de vie, baigné par la lumière. Rien à voir avec les terres arides qu'elle connaissait. Cet endroit était abondant, presque béni par la nature. Vior s'arrêta à ses côtés. « Le champ de bataille est un désert, » expliqua-t-il. « Mais ici, la terre est vivante. » Puis, avec un léger sourire, « J'espère que tu ne vas pas t'évanouir de surprise. » L'histoire continue alors que Séraphina, encore tendue et sur ses gardes, avance aux côtés de Vior vers la montagne. Malgré ses efforts pour rester concentrée et ne pas céder aux provocations du barbare, elle ne peut s'empêcher d'observer la richesse incroyable de cet environnement. Partout autour d'eux, une faune variée évolue librement,
certaines créatures paisibles, d'autres bien plus inquiétantes. Soudain, un cri perçant retentit dans le ciel, la faisant sursauter. Une immense créature ailée passe au-dessus d'eux. Vior lui explique calmement que les dragons ne sont qu'une espèce parmi d'autres dans cette région, et qu'il suffit simplement d'éviter les nids des mers pour ne pas courir de danger. Il ajoute, non sans une pointe d'ironie, qu'elle finira bien par s'y habituer, puisqu'elle semblait déjà apprécier leur viande un peu plus tôt. Après un moment de marche, ils atteignent une magnifique cascade. Séraphina reste sans voix. C'est la première fois qu'elle voit un tel spectacle de ses propres yeux. L'eau tombe avec puissance dans un bassin clair, entouré d'une nature luxuriante. Vior plaisante en disant que ce genre de paysage n'existe sûrement pas dans l'Ouest. Elle est sur le point de répliquer, mais se rend compte qu'elle ne trouve aucun exemple convaincant à opposer, ce qui la réduit au silence. Voyant sa réaction, Vior précise qu'il ne cherche pas à se vanter, mais simplement à lui montrer cet endroit. Puis, sans prévenir, il enlève sa chemise et lui demande de faire de même. Déconcertée, Séraphina lui demande ce qu'il entend par là. Avec un sourire malicieux, il répond qu'un homme et une femme nus près de l'eau ne font généralement qu'une seule chose. Rougissante et furieuse, elle le réprimande immédiatement pour ses insinuations déplacées et refuse catégoriquement de suivre une telle coutume qu'elle juge barbare. Cependant, Cersei intervient et lui rappelle que l'huile utilisée lors de son précédent bain commence déjà à perdre son effet et qu'elle risque bientôt de sentir mauvais. À contre-cœur, Séraphina accepte finalement d'entrer dans l'eau, accompagnée de Cersei. Elle remarque que cette dernière ne semble pas du tout gênée de se déshabiller devant un homme. Cersei lui explique qu'elle y est habituée et que son maître, par respect pour les protestations de sa fiancée, est parti se baigner de l'autre côté de la rivière. Pensant être enfin en sécurité, Séraphina commence à se détendre, jusqu'à ce qu'un danger surgisse soudainement. Sous la surface de l'eau, une gigantesque créature reptilienne apparaît brusquement. Connue pour attaquer depuis les profondeurs, elle provoque chez Séraphina une frayeur intense, brisant instantanément le calme fragile qui venait à peine de s'installer. Monstre, la panique prend le dessus. Sans réfléchir, elle s'enfuit en courant, disparaissant dans la nature sauvage. Quelques instants plus tard, alors que son esprit se calme légèrement, elle réalise son erreur. Elle a oublié ses vêtements. Le regret l'envahit aussitôt. Et comme si la situation n'était pas déjà assez grave, elle entend soudain une voix d'homme non loin. Son imagination s'emballe immédiatement. Cette fois, pense-t-elle, ce pourrait être un véritable barbare sans aucune humanité. Le genre d'homme capable de faire tout ce qu'elle redoutait autrefois de Vior. Mais lorsqu'un homme apparaît enfin devant elle, la réalité est tout autre. À sa grande surprise, Séraphina reste figée un instant, troublée par sa beauté. Elle détourne rapidement le regard, feignant l'agacement, et lui ordonne d'arrêter de la fixer ainsi. L'homme, lui, semble parfaitement calme. Il suppose simplement qu'elle a dû rencontrer une créature étrange dans le lac pour se retrouver nue en pleine nature. Avec un léger sourire, il raconte que sa mère était une guerrière de l'Ouest et qu'elle lui parlait souvent, lorsqu'il était enfant, de la richesse de la nature de l'Est et des nombreuses créatures qui y vivent. En entendant cela, Séraphina fait rapidement le lien. Vu son âge, sa mère devait probablement faire partie de la 16e expédition orientale, il y a une vingtaine d'années. Mais soudain, elle éternue. Elle est frigorifiée. Sans hésiter, le jeune homme enlève sa chemise et la pose sur elle, couvrant son corps. Il déclare simplement que les femmes ne devraient pas être exposées au froid et suggère de retourner près de la rivière pour récupérer ses affaires. Ce geste déstabilise complètement Séraphina. Ce barbare agit comme un véritable gentleman. Tout ce qu'elle croyait savoir sur les habitants de l'Est commence à vaciller. Elle les avait toujours vus comme des monstres. Mais cet homme est tout le contraire. Puis, sans prévenir, il pose sa main sur son front pour vérifier si elle a de la fièvre. Le choc est tel que Séraphina manque presque de s'évanouir. Elle n'a aucune expérience avec les hommes, encore moins dans une situation aussi intime. Son corps ne sait même pas comment réagir, et elle commence à se demander si elle est encore capable de marcher seule. Voyant son état, le jeune homme prend une décision immédiate. Sans lui laisser le temps de protester, il la soulève dans ses bras. Et même si Séraphina tente de résister, son corps, lui, ne suit plus vraiment sa volonté.
Séraphina n'a pas vraiment envie de partir, alors elle laisse simplement les choses se dérouler et se laisse porter par le courant. À ce moment-là, Cersei apparaît après avoir passé un long moment à chercher Séraphina. Elle s'excuse d'interrompre ce moment romantique, mais dit qu'elle aimerait vraiment comprendre pourquoi la jeune femme a soudainement cessé de rejeter Vior. C'est à ce moment-là que la prisonnière réalise enfin, après tout ce temps, qu'elle se tient devant l'homme qui l'a enlevée, désormais sans sa barbe. Il avoue qu'il s'est un peu attristé de ne pas avoir été reconnu par sa propre fiancée, même si la voir rougir a suffi à lui remonter le moral. Offensée par l'audace des paroles du barbare, la jeune femme lui assène une gifle bien sentie au visage. Vior rentre alors chez lui avec une marque rouge sur la joue, mais un sourire satisfait, car il n'attendait rien de moins de la femme qu'il a choisie. Séraphina répond que tout cela aurait très bien pu finir en duel s'il y avait eu des épées disponibles, et souligne que tout est arrivé uniquement parce qu'il l'a emmenée dans cet endroit rempli de monstres. Cersei affirme qu'il n'y avait rien à craindre, puisque Maître Vior s'était chargé de patrouiller les zones où des monstres dangereux pouvaient apparaître. De plus, comparé aux dragons qu'ils ont mangés plus tôt, les monstres près du lac sont plutôt calmes. Vior n'est pas d'accord, estimant que les dragons ont un tempérament féroce, mais qu'au fond, ils sont en réalité lâches. En parlant de cela, il se réjouit d'avoir vu aujourd'hui différentes expressions chez la femme dont il est tombé amoureux, et affirme que chasser un dragon n'était rien comparé à ce qu'il ferait pour elle. Tout ce qui s'est passé laisse Séraphina complètement confuse et sous pression, cherchant désespérément une réponse. Elle fait clairement savoir qu'elle ne sait toujours pas quoi penser de ses fiançailles, puis elle s'en va, essayant de comprendre comment elle s'est retrouvée dans cette situation. De son côté, il est vrai que le visage rasé de Vior ne quitte pas ses pensées, même si elle essaie de l'ignorer. Cependant, quelques jours plus tard, au grand désarroi de la jeune femme, le barbare a de nouveau laissé pousser